Ok, je pense qu'on va commencer. Euh, donc, bienvenue tout le monde. C'est la première fois que nous faisons une séance en mode hybride. Euh, il y aura peut-être des petits problèmes techniques, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Si vous ne nous entendez pas dans le Zoom, vous pouvez nous écrire dans le chat. Là, du coup, on n'a pas une traduction à l'ESF enfin, de ce que je... Enfin, qui est visible. Pardon. Déjà, des problèmes techniques. Aujourd'hui, nous allons écouter Soline Venetier, qui va nous présenter ses travaux autour de la traduction d'œuvres protactiles. Et donc, c'est Jérémy Segua qui va modérer la séance. Donc, on aura une présentation en protactile, interprétation en langue des signes française et une autre interprétation à l'oral en français, parlé. Donc, je vais passer la parole euh, à Jérémy. Oui, merci beaucoup, Jérémy. Alors, merci. Hop, bonsoir tout le monde. J'apparais un peu dans l'écran, mais je laisse la place à l'interprète plutôt. Voilà, un peu mieux. Donc, bonsoir, donc Jérémy Seguat du DETIM. Merci beaucoup pour cette proposition de modération de cette séance. Mon rôle va être quand même très, très minoritaire et je vais laisser la place tout de suite justement à Soline Venetier, qui est doctorante en sciences sociales, pardon, avec une spécialisation en histoire contemporaine et doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales, autrement dit l'EHESS à Paris. Elle finit une thèse qui porte sur l'histoire transnationale des mobilisations collectives des sourds aveugles depuis les années 1960. Et elle a donc traduit, il y a quelques années maintenant, un ouvrage de la première vague des Deaf Studies, depuis l'américain vers le français, dont le titre est Être sourd aux États-Unis, les voix d'une culture. Et les auteurs sont Carol Paddon et Tom Humphries. Excusez mon accent. Donc, ce livre a été publié en 2020 aux éditions de l'EHESS. Je rajoute que nous avons eu l'honneur d'avoir Soline Desnetiers comme ATER, donc comme enseignante ici, enseignante-chercheuse pendant 2 années, suite à quoi elle s'est plus concentrée sur sa thèse et voilà, elle est aujourd'hui sur la fin. Je n'en dis pas plus, moi je m'occuperai plutôt de la modération après des questions et des remarques que vous aurez après sa présentation. Et je laisse par contre Soline expliquer un peu plus en détail le dispositif qu'on a, puisque ça fait complètement partie de son propos de ce soir. Donc Soline, les mains sont à toi. Merci beaucoup. Merci donc à Tiffany et aussi à toute l'équipe donc du séminaire de m'accueillir aujourd'hui, de nous accueillir tous. Merci aux interprètes. Effectivement, vous devez vous poser la question du dispositif aujourd'hui. C'est assez particulier puisque souligne, moi je m'exprime avec Romain en langue protactile. Donc, on peut appeler le PT, aussi le protactile. Donc, Romain est là pour ça. Sans lui, je ne pourrais pas vous montrer ce qu'est le protactile. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, ensuite, cette communication protactile est traduite en langue des signes française par Juliette et la langue des signes française est traduite vers l'oral par Thérèse, interprète en langue des signes. Voilà, il me paraissait important puisque mon intervention porte sur le protactile, que vous puissiez voir ce qu'est le protactile, puisqu'en plus certains d'entre vous connaissent cette langue. Et ça permet aussi aux autres de la découvrir, de s'en imprégner, de mieux la comprendre et de mieux savoir ce qu'elle est.
Donc, c'était important que pour ce séminaire, ce soit accessible par le canal visuel, audio, tactile, voilà, par toutes ces dimensions-là. C'est aussi pour ça que le PowerPoint que vous voyez, voilà, est très, très, très limité en informations. C'est vraiment des informations juste minimales que j'ai mis pour que vous puissiez profiter du dispositif. Donc, après ma thèse, j'ai fait des recherches aux États-Unis sur le Protactile qui a émergé en fait dans les années 2007 là-bas. Alors, pardon, j'interromps l'intervenante. Je reprends, pardon, Soline est allée très très vite et j'étais un peu trop décalée. Donc, c'est un mouvement qui est né d'abord aux États-Unis. C'était d'abord un mouvement politique, donc anthropologique et social. Donc, en fait, ce mouvement a été mis en place pour que les personnes sourdes aveugles puissent avoir une autre place dans la société. Ça a eu plusieurs conséquences. Je demande à répéter. Merci. Donc, d'abord, ça a fait émerger cette nouvelle langue qui est le protactile. Qui utilise donc le canal plutôt du mouvement, voilà, kinesthésique. Et qui suit aussi le canal de la proprioception, voilà. Donc, c'est de savoir où est son corps dans l'espace. C'est ça la proprioception. Donc, c'est basé. Donc, les mouvements du protactile, donc ça a vraiment. Du coup, la naissance de cette langue protactile a eu aussi pour conséquence la naissance d'œuvres en protactile, du théâtre, de la poésie en protactile, de la narration, du storytelling, etc. Donc, il y a vraiment un large faisceau d'œuvres en protactile. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter des œuvres artistiques en protactile, traduites en langue vocale, puis voilà, pour voir ensemble quels sont les enjeux linguistiques et politiques de cette traduction. On peut passer sur la première diapositive. Alors d'abord, je voulais vous parler donc de ce qu'est la langue protactile. Donc, elle a émergé en 2007 et s'est développée vraiment dans les années 2010 jusqu'à encore aujourd'hui, où il y a de la linguistique. La linguistique s'est développée, la recherche linguistique autour du protactile s'est développée à partir de 2010. Donc, c'est Tara Edwards et Diane Ventrali qui sont à l'origine surtout en fait de cette recherche. Ah, pardon, je reprends. Il n'y a pas les noms affichés sur sur le PowerPoint, les voici. Donc, ils se sont spécialisés dans la linguistique de cette langue. Donc, c'est sur la phonologie de cette langue. Ils sont donc une référence pour les sourds aveugles qui utilisent Protactile. Ils ont donc fait des thèses, des ouvrages, des publications. Et Soline voilà, je dis qu'elle en a récupéré quelques points importants de leur recherche pour vous les présenter aujourd'hui. Donc déjà, ce qui est important de dire, c'est que là, je vais vous parler du protactile américain, puisque voilà, pour l'instant, c'est très développé là-bas. Ensuite, donc elle est liée à la langue des signes américaine, qu'on appelle l'ASL, qui est plus visuelle, et elle se distingue de cette langue et de la langue des signes américaine tactile, vraiment. Elles sont différentes. Pourquoi?
déjà, là, on peut pas, parce qu'il existe des articulateurs dans le protactile. Ce sont en fait les parties du corps qu'on utilise pour s'exprimer en protactile. Donc, ça peut, euh, euh, par les langues vocales, ça va être plutôt, bon, mais voilà, toutes les organes qui produisent en fait du son, donc la gorge, la langue, etc. Dans la langue des signes, ce sera plutôt les mouvements des mains, des bras, le buste, les épaules, la tête. Et dans le protactile, ces articulateurs, ça va être les bras des locuteurs, du locuteur, les bras de l'interlocuteur aussi, ses épaules et ses bras, le cou, les cuisses. En fait, c'est le corps qui s'exprime vraiment dans cette langue et l'interlocuteur, grâce au toucher, reprend en fait ça. Donc, en gros, donc il y a un contact, il y a ce qu'on appelle l'espace contact entre les deux locuteurs pour pouvoir communiquer dans cette langue. Donc, quand on produit de la parole en protactile, on se positionne comme vous le voyez là, donc à deux, en face à face. Donc, on est dans une situation dialogique, mais on peut être aussi dans une situation trilogique où il y a trois personnes du coup qui communiquent ensemble. Et donc, il y a une main en général qui est plutôt dominante et l'autre main le devient, et c'est repris dans la main des interlocuteurs qui touchent du coup la personne qui s'exprime dans la langue. Donc ça, c'est bon. On va passer à autre chose. Donc, les différences entre la langue des signes américaine et le protactile sont d'abord concernant la phonologie. Les deux langues qui dans le protactile, disons que, enfin, je vais plutôt vous donner un exemple. Voilà, un phonème va être produit par le corps. Donc, il y a un système en fait linguistique qui fait que quand je vais taper par exemple sur la main de mon interlocuteur dans le protactile, la personne qui sait qu'avec cette main-là doit reproduire le geste que je fais. Et je demande à cette personne de reprendre ce que je suis en train de faire dans sa main avec son autre main. Et du coup, le locuteur peut utiliser en fait la configuration qui est de la main de l'autre pour faire de la description, aller rajouter des éléments de langage sur cette configuration-là. Donc, Tara Edwards a appelé ça le movement contact en anglais. Donc, le mouvement de contact, c'est-à-dire qu'on touche l'autre, on fait des mouvements sur la configuration, sur le corps de l'autre. On peut le toucher au niveau du buste, des bras, des cuisses. Et voilà, on va vous donner un exemple, là, regardez. Donc, voilà, on peut montrer si le tronc, par exemple, de l'arbre est tordu, relié, etc. Enfin, il y a plein de façons de faire sur le corps de l'autre pour lui donner des indications. Et donc, dans les phonèmes pour que ces phonèmes soient perçus par les personnes locutrices donc, du protactile, il faut que les mouvements soient disons, synchrones avec le locuteur. Donc, il faut qu'il y ait un lien permanent entre les deux locuteurs, un lien tactile. Ensuite, le dernier point que je voulais aborder concernant les recherches, c'est les recherches sur l'iconicité en protactile. Sur l'espacement et comment on fait le lien entre l'espace et l'iconicité. Alors ça, c'est encore en cours de recherche. Il y a certains points qui ont été relevés, mais
ce dont on a surtout pris conscience, et là je vais demander à Madame de répéter, donc ce dont on a pris conscience, c'est que l'iconicité du protactile est typique du protactile et il faut qu'elle soit vraiment tactile. Vraiment, c'est beaucoup d'entraînement en fait physique que d'apprendre à se toucher, d'à montrer par le corps pour réussir à faire ressortir certains éléments qu'on peut utiliser dans la langue du protactile. Donc voilà en gros ce qui se dit dans la linguistique spécifique au protactile. Et je passe maintenant à la diaporama d'après. Donc concernant les mouvements typiques du protactile, donc c'est en plein développement. Et il y a des œuvres artistiques qui ont été créées donc en protactile, comme je vous le disais. Alors, en fait, il y a Jacob Jacobson. Voilà, selon en fait, la théorie de Jacobson, vraiment, il y a du jeu avec les formes, avec les unités de langue de la protactile pour en faire de la poésie. Et donc, je vais vous montrer une poésie et une histoire aussi en protactile. Donc, il existe ces œuvres en protactile. La vraie question que je me posais, c'est comment on les traduit? Comment on laisse une trace de ces œuvres qui sont visuelles et tactiles? Comment faire d'une langue orale qui n'existe que par l'interaction de deux personnes, comment la faire perdurer dans le temps? C'est une vraie question qui se pose. On pourrait s'imaginer que ça pourrait être simple, qu'il suffirait de la filmer. Mais en réalité, filmer juste voilà, de la langue protactile, ça a ses limites et je vais vous le montrer avec cette poésie en protactile que je vais diffuser, qui a été créée par John Clark, qui est en fait une personne sourde aveugle, poète. Et donc, je vais vous montrer la poésie tout de suite. Alors, juste pour faire une petite parenthèse, là, on peut voir Soline qui traduit en langue des signes tactile la poésie à romain.
Je laisse le générique de fin défiler avec les remerciements. Alors, maintenant que vous avez vu cette vidéo de ce poème, en fait, on peut voir que c'est limité, on rate certaines parties du poème de par l'angle de vue de la caméra. Il faudrait qu'il y ait plusieurs caméras qui filment sur tous les côtés et au-dessus, qu'il y ait plusieurs dimensions du coup de la poésie enregistrée. Et pour que voilà qu'on ait la vraie esthétique de ce poème, etc. Mais je suis pas sûre que ça fonctionnerait parce qu'il y a plusieurs analyses là à faire. Ensuite, concernant les movement contact, là, ils sont difficiles à percevoir à travers la caméra, puisqu'en fait, il y a une intensité dans le toucher qu'on ne perçoit pas à travers la caméra, qui est perçue uniquement par l'interlocuteur. Et c'est de par leur positionnement dans l'espace et leur manière de se toucher que le sens passe. Donc, et tout ça, la caméra, elle ne le perçoit pas. Donc, quand on est dans un échange voilà, protactile, et en plus, voilà, la traçabilité, elle est limitée, enfin, l'accessibilité à cette trace est limitée puisque les personnes sourdes aveugles elles-mêmes ne peuvent pas voir la vidéo. Là, on a ici, par exemple, une personne qui passe par une transcription par une plage braille. Elle n'a pas eu accès à la vidéo, donc elle a attendu pendant ce temps. Donc, filmer la langue protactile, c'est finalement la faire se déposséder des personnes qui en sont locutrices de cette langue. Donc, ça porte vraiment à réflexion. Ça interroge. La deuxième réflexion que la traduction du protactile emmène, c'est pourquoi le traduire. Donc, je reprends là ce que dit Julie Châteauvert, qui elle-même, en fait, est au Canada et travaille vraiment dans traductologie pour la traduction d'œuvres artistiques en langue des signes. Et ce qu'elle dit, c'est que c'est comment je rajoute à ce qu'elle dit par rapport au protactile, c'est qu'il manque la dimension discrète, entre guillemets, en fait, du protactile. Et je redemande à répéter. Il y a des choses qui sont cachées, qui ne se voient pas. Ah, pardon. Alors, l'interprète revient sur sa traduction, c'est qu'en fait, ce sont de langues clandestines. Donc, ça pose problème. C'est-à-dire que pour la majorité, une langue, ça passe par le canal audio-phonatoire. Une création en langue des signes, pas en protactile, elle a sa richesse dans sa traduction, qu'elle soit écrite ou orale. Il y a un pont qui se fait entre les deux langues. Donc, il y a de l'enrichissement culturel entre les deux langues, celle dans laquelle a été écrite l'œuvre et celle dans laquelle elle est traduite. Mais cette traduction, elle est violente. Parce qu'en fait, cette richesse, on la perd au moment de la traduction parce qu'elle est adaptée aux normes, en fait, et donc au fait que dans les sens, ça passe par l'audio phonatoire. Du coup, Julie Châteauvert, elle réfléchissait à comment, en fait, faire en sorte que dans la traduction, cette violence, elle disparaisse. Et qu'elle serait dans quelles conditions? Que ce soit dans la langue des signes ou dans le protactile, il faudrait en fait pouvoir réfléchir à une traduction qui soit typique de ce type de langue, qui soit visuelle ou tactile, qui pourrait mêler de la photo, de la vidéo, de la danse,
pour venir définir en fait ce qui se passe réellement quand, dans la langue première. En fait. La deuxième condition, c'est qu'en fait, la traduction puisse être assez accessible aussi à tous. Donc, et dans ces cas, il faudrait que du coup, ce soit une traduction intermédiale. Donc, dans toutes ces dimensions, donc à l'écrit, pour qu'elle puisse être lue, et dans toutes les autres dimensions. Et moi, c'est vrai que d'avoir lu Louis Châteauvert, je me suis dit, tiens, là, en fait, on peut traduire dans tous dans les sens sensitifs, mais ça, dans les 5 sens. Retranscrire que dans l'écrit, ça voudrait dire venir décrire dans l'écrit ce qui se voit, ce qui se sent, que le contact qui se fait tactile. Tout ça, c'est écrit dans des mots. Et ça m'a permis, moi, en lisant cette traduction, de vraiment ressentir, en fait, cette œuvre tactile. Et c'est uniquement si c'est validé, si ce pont est vraiment fait dans toutes ces dimensions, que en fait la traduction peut être validée. Il y a il y a la culture des sourds, l'expérience et la culture des sourds aveugles, et tout ça, il faut réussir à le partager. On passe à la diapo d'après. Je vais maintenant vous présenter plutôt un œuvre maintenant pour parler de l'espace. C'est une création qui a été faite en protactile. Hein. En fait, c'est rare qu'elle soit enregistrée, ces œuvres en protactile. J'en ai trouvé. Pardon, on recommence. Donc, j'ai trouvé une histoire et un poème qui ont été traduits à l'écrit par John Nicholas. On voit écrit son nom là-haut. Alors, c'est écrit à départ en langue, ça a été traduit en langue des signes américaine, en anglais américain. Et donc, on a une trace de cette œuvre. Moi, j'ai échangé avec lui et pour que je puisse maintenant retransmettre directement en protactile cette œuvre. Je vais vous donner un exemple d'une phrase en protactile. Donc, c'est l'histoire d'un bûcheron. Alors, à la base, c'était une histoire drôle américaine dans la communauté sourde qui était assez célèbre. Donc, donc c'est l'histoire drôle, comme je vous disais. Donc, c'est l'histoire d'un bûcheron qui vient couper le tronc d'un arbre. Et, et le bûcheron, quand il a terminé, il doit crier timber. Pardonnez l'accent anglais de l'interprète. Et pour prévenir qu'il y a un arbre, que l'arbre va tomber. Mais l'arbre ne tombe pas au moment où il crie. Donc, ça interroge. Et il se dit, ah ben oui, l'arbre est sourd. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il vient d'épeler timber en langue des signes contre l'arbre. Et là, l'arbre tombe. Donc, c'est une histoire vraie qui a été reprise et adaptée pour les sourds aveugles. Donc, on reprend la même histoire où il crie d'abord, l'arbre ne tombe pas, ça ne marche pas. Il passe en épelant langue des signes, donc avec la dactylologie, l'arbre ne tombe toujours pas. Et là, il se dit, ah ben tiens, en fait, l'arbre est sourd aveugle. Donc, je viens monter sur l'arbre. Là, vous voyez comment on fait pour aller venir épeler timber sur l'arbre et l'arbre tombe enfin. Et là, ça marche. Donc voilà, c'est de l'humour typique de la culture sourde et donc adapté en langue protactile.
Donc maintenant, je vais vous montrer comment, en fait, elle a été traduite à l'écrit en langue protactile. Pardon, vous pouvez la regarder en langue protactile maintenant sur Solinaire. Et maintenant, on va vous montrer du coup comment c'est traduit à l'écrit. Et je vous laisse lire le texte. Donc, il y a d'abord le texte en anglais et sa traduction. Je vous laisse lire. Est-ce que c'est bon? Vous avez eu le temps de lire? Il y en a qui sont encore debout et qui lisent ici dans la salle. Bon. Donc, John Lee Clark, dans la traduction de sa propre œuvre, rajoute des indications et des remarques euh, sur ce qui se passe dans le protactile. Je vais vous dire pourquoi. Donc, il raconte voilà, il fait une explication phonologique, en fait, de l'œuvre. Donc, elle l'épelle. Donc, ça, c'est très typique du protactile. Pour qu'en fait, ce qui est important dans le ressenti dans le corps apparaisse à l'écrit. Donc, par exemple, pour l'arbre, quand l'interlocuteur fait l'arbre lui-même, ou quand il rajoute là à ta ceinture, par exemple, ce sont des indications de protactile. Alors, elle appelle Jérémy, pour passer à la diapo suivante. Donc là, je vous présente un deuxième exemple, c'est un poème créé par Randa, voilà, on voit écrit là-haut, Randa. En fait, c'est un poème où, donc, qui s'est créé dans la configuration trilogique.
Et du coup, je demande à Juliette, l'interprète langue des signes, vers la langue des signes française, de traduire, de venir pour vous la présenter. Pardon. Attends, on n'est pas prêt. C'est bon. Donc, le poème que je viens de vous proposer a été traduit à l'écrit. Voici sa traduction. Je vous laisse lire donc, le texte en anglais et en français. Voilà, donc John Lee Clark a remarqué que donc dans ce poème où il y avait en fait deux personnes en face de lui, il y avait les personnes ressentaient vraiment le poème. Le fait qu'il y ait vraiment deux personnes en face, le mouvement de deux personnes faisait qu'il y avait le lien vraiment entre ces trois personnes qui soit disent le poème, soit le réceptionnent. Et il a vraiment voulu retranscrire ça à l'écrit. Donc, tous ces mouvements, tous ces tout petits mouvements. Et on peut passer à la diapo suivante. Donc, pour conclure, pour les œuvres artistiques créées directement en protactile, pour les retranscrire dans les langues vocales et à l'écrit, les enjeux sont politiques, linguistiques, évidemment. Au niveau linguistique, bon, ben, l'étude de la langue protactile est encore en cours et on en est au tout début. Donc, alors, pardon, je reviens en arrière, c'est ça. Quand les œuvres ont été, voilà, il y a eu plusieurs œuvres créées en protactile qui n'ont pas été traduites, évidemment, parce qu'elles sont, en fait, elles restent dans la communauté des personnes sourdes aveugles, qui elles s'échangent entre elles, et il n'y a que certaines de ces œuvres qui sont retranscrites dans d'autres langues. Mais en même temps, c'est une stratégie pour permettre la reconnaissance de cette langue. Quand on traduit un poème, enfin, il y a un des poèmes qui a été du coup traduit et diffusé dans un article littéraire, dans un magazine littéraire aux États-Unis. Donc ça permet la reconnaissance de la langue. Une langue qui se traduit, c'est que c'est une langue. On interprète dans la législation. Il y a, voilà, il faut partager cette culture, enfin, avoir une stratégie pour qu'on soit reconnu légalement. La langue, elle soit reconnue légalement. Mais il y a toute la complexité de l'œuvre, toute la richesse de l'œuvre qui utilise les cinq sens. C'est quand même très particulier. Donc, comment est-ce que ça se traduit?
pour que y ait le même ressenti, etc. Alors du coup, ce qui se fait réellement, c'est qu'en fait, on est obligé de traduire de manière sourcière, d'un point de vue sourcier, pour que tous les sens puissent apparaître, qu'on puisse faire le lien avec son propre corps dans tous les sens qui font qui on est. Et c'est là où en fait on découvre cette culture et qu'on s'ouvre l'esprit à cette culture. Alors, évidemment qu'il faut approfondir les recherches autour de ça, adopter les stratégies qui iraient bien dans chaque type d'œuvre pour analyser de manière plus fine linguistiquement la langue, pour pouvoir les retranscrire dans des langues type oral, français, anglais, etc., pour que la personne qui lise puisse voilà, y avoir accès, mais aussi les personnes sourdes aveugles, comment en fait on imagine comment, en fait, on retransmet ça dans le sens tactile. Merci de m'avoir écouté. Merci aux interprètes. Ils s'applaudissent. On indique que ça applaudit. Alors, merci. Merci. Je laisse un peu l'organisation se mettre en place pour la suite. Voilà. Déjà, première question. Ouais. Moi, je vais pas avoir de questions. Une première question d'organisation. Est-ce que la lumière sur l'interprète est suffisante? Parce qu'on peut allumer la lumière du tableau si besoin. Ça va, ça va. Ça va, ok. Ça va. Pour le public à distance. Ok. Après, en fait, je préfère demander aux gens en présence parce que la lumière peut aussi gêner. Donc, c'est pour ça, si ça convient. Alors, voilà. Pardon, je rappelle mon chien. Euh, alors, je voulais moi juste dire deux mots, quelques minutes là. Euh, Vous avez pu constater qu'il y avait quelques difficultés dans l'interprétation. C'est dû à plusieurs choses. C'est dû au fait que quand on suit la langue des signes, en général, il n'y a pas les mains de quelqu'un d'autre posées dessus. Or là, dans la situation qu'on avait, les gens à distance ne se sont peut-être pas rendus compte de la complexité de la chose, mais pour donc Juliette Boyer, que vous avez vu signer tout à l'heure, arriver à accéder au sens avec des mains qui cachaient les autres mains, c'était quand même assez complexe. Euh, donc c'est pour ça que c'était vraiment pas évident. Et donc je tire mon chapeau encore une fois aux deux interprètes, puisque avec la double interprétation, il faut vraiment que le sens soit parfait d'un bout à l'autre pour que au final on ait une interprétation qui soit aussi optimale. Donc encore bravo. Je rajoute aussi, mais peut-être que Céline et Romain voudront intervenir là-dessus. Il manquait encore quelqu'un dans ce dispositif, c'est-à-dire même deux personnes, je pense. Il manquait deux personnes, notamment, qui auraient pu rendre des informations émises par la salle. Donc, à un moment, la salle a rigolé. Or, Céline et Romain n'ont pas eu accès à ces rires. Donc, il manquait des personnes qui auraient pu être avec elles, qui auraient pu leur indiquer que dans la salle, il y avait des rires. Ou que dans la salle, il y avait des gens qui dormaient, mais comme aujourd'hui, ça n'était pas le cas, on n'a pas eu besoin de ces personnes. Voilà, pour vous dire que du coup, y a quand même tout un tas de choses qui peuvent se mettre en place pour que l'accessibilité soit complète pour tout le monde. Euh, J'aimerais juste du coup faire quelques autres remarques. Le protactile, comme l'a dit Soline, à ma connaissance, est à peine émergent en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, beaucoup de choses se sont développées. Mais en France, la plupart des personnes sourdes aveugles n'utilisent pas le protactile. Et en fait, il y a d'abord une phase de formation des personnes sourdes aveugles qu'il faut qu'ils se mettent en place pour qu'elles s'en emparent aussi. Donc, de former des personnes capables de communiquer en protactile, qui sont entendantes ou sourdes, c'est très bien. Mais il faut aussi former les personnes sourdes aveugles. Et ça, c'est, comme disait Soline, quelque chose d'émergent à tous les niveaux finalement.
Euh, je reviendrai aussi sur quelque chose qui est de l'ordre du système linguistique, où elle a parlé de phonème, de phonologie. Il faut savoir que c'est des choses qui ne sont pas du tout encore actées, en tout cas dans les modèles théoriques qu'on a en France. Et donc, on est encore en grand débat sur qu'est-ce qu'est un phonème, qu'est-ce qu'est un morphème en langue des signes. Mais en protactile, tout est encore à faire. Donc, peut-être que les uns vont pouvoir s'alimenter avec les autres. Juste un détail que moi j'ai remarqué et je trouvais ça complètement protactile, c'est que lorsqu'il nous a été montré de la poésie en protactile, il était marqué performed to et pas performed by. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, on ne fait pas du protactile. C'est pas quelqu'un qui fait du protactile, c'est qu'on fait du protactile avec quelqu'un. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, cette formulation. Euh, et voilà. Et après, il y a d'autres, plein de questions que moi j'ai, mais que je ne vais pas poser. Je vous laisse, vous, la salle, et vous, à distance, si vous avez des questions à poser, la primeur de vos questions. Moi, je verrai ce ligne plusieurs fois encore. Donc, je lui poserai les questions après. Donc, je ne sais pas, je regarde dans le chat ou. Ouais. Alors, on va. Ben, du coup, si vous pouvez la lire, je veux bien. Ah oui. Est-ce que je peux, mais. La langue des signes tactile est actuellement la plus pratiquée par les sourds aveugles français. Le protactile va-t-il remplacer à terme la langue des signes tactile? Et quels sont les enjeux pour le public sourd aveugle des télévisions? Pardon. Est-ce que c'est possible de répéter la question? Bien sûr. La langue des signes tactile est actuellement la plus pratiquée par les sourds aveugles français. Le protactile va-t-il remplacer à terme la langue des signes tactile? Et quels sont les enjeux en fait d'une télévision pour les sourds aveugles? Donc, c'est Alain Baxi qui pose la question. On s'organise sur la réponse. Est-ce qu'on voit? C'est bon. Concernant, est-ce que la protactile va remplacer la langue des signes tactile? C'est difficile de le savoir. Moi, en tout cas, je ne peux pas y répondre. Jusqu'alors, oui, effectivement, les sourds aveugles utilisent plutôt la langue des signes tactile et pas le protactile. Pourquoi? Parce que d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le protactile, c'est pas qu'une langue, c'est tout un ensemble de philosophes, de philosophie, en fait. Il y a toute une théorie à mettre en place dans l'anthropologie parce il y a de l'interaction avec, avec une autre personne, comment on touche l'autre, comment on est touché par l'autre. Et, et voilà, cette nouvelle philosophie, elle n'existe pas encore finalement en France. Donc, comment est-ce qu'on peut la développer? Aux États-Unis, quand c'est depuis 2007 qu'il y a des études autour du protactile, donc si je fais le calcul, ça fait 15 ans, mais ça reste sur une minorité que ces études sont faites. Et les études sont minoritaires. Donc c'est difficile de répondre à cette question vraiment d'un point de vue linguistique pur. Il y avait, oui, une deuxième, mais il y avait on va alterner. Il y avait une question. Ah, une deuxième question d'Alain, toujours sur les enjeux. Alors, du coup, c'est euh, peut-on s'inspirer de l'audio-description pour imaginer des traductions du protactile vers le français? Donc, est-ce que l'audio-description peut nous permettre d'imaginer des traductions du protactile vers le français?
Concernant l'audiodescription, peut-être on va d'abord définir ce qu'est l'audiodescription. Par exemple, au cinéma, des personnes aveugles n'ont pas accès à toutes les informations visuelles. Donc, pour y avoir accès, elles peuvent demander de l'audiodescription où là, il y a une voix qui vient décrire ce qui se passe de manière visuelle. Par exemple, un personnage avec un t-shirt bleu rentre dans la pièce ou le soleil se couche sur l'horizon. Voilà, il y a tout ce type d'informations qui sont données à l'oral. Alors, il existe des recherches alors, aux États-Unis plutôt sur justement La description qui serait une traduction intermédiaire. Ah oui, voilà, merci. Donc, c'est comment on retranscrit en gros les mouvements dans une phrase à l'écrit ou à l'oral. Pour le protactile, si elle était reconnue comme une langue, on pourrait la traduire dans une autre langue, certaine. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, dans le protactile, il y a une complexité vraiment particulière. C'est vraiment multidimensionnel. C'est au niveau linguistique, au niveau anthropologique, au niveau des mouvements. Et c'est de tous ces points de vue-là qu'il faut retranscrire. Donc, l'audiodescription n'est pas une traduction. Faut pas mélanger. Donc, Monsieur Baxi a épuisé ces deux questions. On va pouvoir passer à quelqu'un d'autre. On prend une question sur place et je vois qu'il y a une question dans le chat, mais on passera après. Une question sur place, je vous en prie. Parlez fort parce que vous êtes loin du micro. Donc une question plus basique pour comprendre ce que c'est vraiment le protactile, dont je n'avais pas entendu parler. Quelle est la différence avec... Est-ce que c'est une forme de langue des signes avec en plus... Est-ce que c'est la langue des signes avec en plus de toucher, donc les mêmes signes mais avec une dimension supplémentaire, ou est-ce que c'est une langue complètement différente? Et en plus, on a parlé maintenant de langue des signes tactile. Donc, je ne comprends pas très bien la différence. Est-ce qu'on peut clarifier la différence entre ces trois choses? Je vais essayer. Ça va sûrement calmer votre réflexion. Il y a Tara Edwards et donc Daria, non pardon, Diane Brentari. Donc, ils sont donc les chercheurs dont vous parlez tout à l'heure qui ont fait des hypothèses en disant que oui, le protactile serait une langue à part, qui se différencie, qui se distingue de la langue des signes tactile et qui se distingue encore plus d'une langue des signes. Donc, comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, les phonologies sont différentes dans ces trois langues. Il y a des articulateurs qui sont différents. J'appelle donc le mot articulateur. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que le lexique en protactile, en fait, est émergent. Donc, il y a de la création de lexique. Et en fait, on emprunte, aux États-Unis en tout cas, le protactile emprunte quelques signes du lexique de la langue des signes américaine, de l'ASL. Mais aujourd'hui, voilà, parce que l'ASL, la lexique de l'ASL, au départ, était plus riche qu'au protactile, mais comme dans le protactile, le lexique s'enrichit, aujourd'hui, il y a presque même plus de lexique en protactile qu'en langue des signes américaine. Donc, oui, on peut dire que le protactile a ses propres particularités et donc est une langue à part. Après, si vous voulez qu'on en parle de manière plus approfondie, il n'y a aucun souci, on pourra s'en discuter plus tard. Alors, on n'a pas d'écrit. Allez. Oui, pardon, excusez-moi. Est-ce que je suis devant la caméra? Oui. La langue des signes tactile, c'est une langue visuelle. Ça part de la langue visuelle. Normalement, c'est
voilà, deux sourds, ils arrivent à se comprendre juste en se regardant. Un sourd aveugle, il peut pas comprendre la langue des signes juste en regardant. Donc, il pose ses mains sur la personne locutrice de la langue des signes pour sentir cette langue des signes. Et il y a quelques particularités quand même dans la langue des signes tactile par rapport à la langue des signes, c'est que dans la langue des signes tactile, on ne peut pas percevoir tout le sens qui passe par les positionnements du corps, voilà, les expressions du visage, les sourcils qui se froncent, etc. Ça donne du sens à la langue des signes qui passe plus dans la langue des signes tactile. Donc, il y a certaines modifications à faire dans la langue des signes tactile pour que tout ça passe. Mais elles se ressemblent plus qu'avec le protactile. Si je peux juste me permettre de rajouter pour aller complètement dans ce sens-là, la langue des signes tactile, c'est une version tactile de la langue des signes de départ. Le protactile, bien qu'il ait des inspirations et des emprunts de la langue des signes, se développe comme une autre langue. Donc, avec potentiellement une syntaxe et une grammaire propre, même si au niveau du lexique, on va pouvoir avoir des emprunts. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Pauline par rapport à justement les différents niveaux linguistiques qu'on va retrouver dans les langues, parce qu'on va retrouver quelque part les mêmes articulateurs, à des choses près, parce que finalement, quand on vient toucher le corps de l'autre en protactile, en langue des signes tactile, on ne fait jamais ça. On va s'occuper de son propre corps. Alors que là, on vient investir l'espace de l'autre. Et donc, ce paramètre de toucher le corps de l'autre, de mettre de l'intensité, de parcourir son corps, on n'a pas ça du tout. Donc, il peut y avoir des niveaux comme ça qui vont se différencier au fur et à mesure. Mais comme les études sont quand même très récentes et que les modèles théoriques linguistiques entre la langue des signes américaine et la langue des signes française sont quand même très différents, en tout cas pour les modèles majoritaires, ça va être intéressant justement de voir aussi au niveau du protactile français comment on analyse les choses et au niveau du protactile américain, comment ça émerge. Je crois que Soline veut rajouter quelque chose peut-être. Oui. Et oui, je pensais à quelque chose que je voulais rajouter. Donc déjà, merci Juliette et merci à l'interprète de l'engagement qu'il y a eu tout à l'heure pour traduire depuis le protactile vers la langue des signes puis vers l'oral. Voilà. Pour moi, pour le protactile, c'était ce qui était le plus difficile en fait à traduire vers la langue des signes. Ensuite, il y a et en fait, il y a eu parfois où elle venait me demander de passer sur de la langue des signes tactile parce qu'elle comprenait mieux la langue des signes tactile en fait que le protactile. Ça répond à votre question? Oui. Est-ce que vous avez encore une autre question? Mais ça fait 2 questions déjà. Non, non, allez-y, allez-y. Il y en a une dans le chat. C'était juste pour élaborer. Donc, on a des langues des signes françaises, anglaises, américaines, brésiliennes. Est-ce qu'on a aussi protactile anglais, français, américain, portugais, qui sont tous différents, complètement différents des langues des autres? C'est une très bonne question. Et c'est justement la question qu'on se pose tous. Ça fait débat. Le mot déjà protactile vient voilà mettre en avant en fait la communauté sourde aveugle, leur manière d'échanger, c'est leur langue. Alors les personnes qui connaissent le protactile, ce sont des personnes qui se sont déplacées à l'international et qui voilà, et il y en a eu qui venaient de Chine, de plein de pays différents, qui ont voyagé et qui se sont adaptés plutôt à une communication de l'ordre de la langue des signes internationale en fait. Ensuite, voilà, c'est une communauté qui se retrouve dans un pays qui se développe, et donc la langue protactile se développe et le signaire se développe aux États-Unis. Certes, oui, mais dans les autres communautés linguistiques, dans les autres pays des sourds aveugles, il y a certes certaines personnes
peuvent connaître le protactile. Je sais qu'aux Pays-Bas ou en Belgique, il y en a une ou deux dans chaque pays, mais peut-être je me trompe. Mais je pense qu'il va plutôt que des protactiles, disons, pour chaque pays, il y aurait plutôt un protactile de continent. Ce serait plutôt un protactile européen. Voilà. Je pense qu'on peut comparer plutôt comme ça, à ce niveau-là. Pardon. On peut faire une dernière question et enfin, je n'ai pas rédigé du temps de On va prendre une dernière question. Alors, donc, la question a partiellement été déjà répondue, mais c'est celle qui est dans le chat, donc je la pose. Donc, de la part de Juliette, 3 petits points, j'ai pas le nom en entier. Pardon si la question a déjà été posée, donnée dans l'introduction, si la réponse a déjà été donnée dans l'introduction, décidément. Mais, voilà la question. Le protactile a-t-il une base anglophone? Se transmet-il bien aux locuteurs sourds-aveugles français? Comment l'avez-vous appris de votre côté? Donc, je reviens sur 2007 aux États-Unis, donc à Seattle, que j'appelle. Un groupe de personnes sourdes aveugles ont mis d'abord à communiquer entre eux en langue des signes américaine tactile. Et en fait, cette langue des signes entre eux a évolué en deux pas différents, dont un de ces chemins est le protactile. Et moi, comment je l'ai appris? Parce que je suis allée aux États-Unis, que j'ai rencontré des sourds aveugles qui utilisaient le protactile, donc je l'ai appris à leur contact. Après, je connais que le protactile américain. Peut-être qu'un jour, ça se développera ici et que j'apprendrai un protactile plutôt européen à voir. Bien, nous allons pouvoir conclure avec justement cette ouverture un peu sur la question du développement des langues dans le monde, mais aussi de cette langue qui est plus qu'une langue et qui est une identité. Donc finalement, est-ce qu'on va pas tous s'américaniser avec ce protactile américain? Sachant que la langue des signes américaine, elle est quand même très, très, très empreinte de langue des signes française au départ. Donc, ça sera un juste retour des choses. Bref, merci beaucoup je veux dire un mot de conclusion après. D'accord. Merci beaucoup pour l'interprétation encore une fois. Merci beaucoup pour la présentation très intéressante et qui a suscité des réactions tout aussi intéressantes de la part de l'audience ici ou à distance. Voilà, nous on n'a pas eu froid dans la salle, c'était bien. Bonne fin de journée, merci beaucoup encore au séminaire d'avoir proposé cette séance et voilà. Et oui, merci beaucoup. Notre prochaine séance sera au mois de juin. Vous trouverez toutes les informations sur notre site web et elle sera en anglais cette fois-ci. Merci beaucoup encore aux deux interprètes, à Jérémy, à Soline et à l'ami de Soline d'avoir participé. Romain, merci beaucoup. Nous a permis d'observer le protactile en direct. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Merci.